Collège de Sydney dans l'Ohio. Un tireur s'est introduit dans cette école. Quelqu'un a un flingue! Il arrive par là! L'assaillant exécute méthodiquement toutes les personnes présentes dans la bibliothèque. Aussitôt alertés, 2 intervenants arrivent pour riposter. Tue-le, vas-y, rentre. Le tueur est abattu. Celle qu'il a éliminée est une enseignante. Elle s'appelle Diana. Ceci est un exercice. Débriefing. On a bien communiqué entre nous, elle l'a vu tout de suite et on l'a eu. Je l'ai juste couvert. Je n'ai fait que le suivre. Ouais, c'était pour être sûr qu'il n'y avait pas d'autres tireurs. Si vous avez un doute pour une raison ou une autre, parlez-vous, communiquez, coordonnez-vous, d'accord? Ah, c'est dur. Quand c'est une grande pièce et qu'il y a beaucoup de gens, on ne sait pas vraiment quoi faire. Comme Diana, la plupart des participants sont des professeurs. La formation dure 2 jours et les pistolets à air comprimé tirent des billes en plastique. C'est un stage de perfectionnement. Tous ces enseignants ont déjà été initiés au maniement de vraies armes à feu. Diana, elle, a commencé il y a déjà 3 ans. Bang, bang. La première fois que j'ai tenu une arme dans les mains, je tremblais, parce que je ne savais pas ce que c'était. C'est pour ça que j'ai voulu suivre un entraînement, pour surmonter ma peur et savoir comment réagir si je devais affronter une telle situation. L'objectif de ce stage, être préparé au pire. Ces professeurs sont confrontés à différents scénarios. L'instructeur en chef est un ancien lieutenant de police, membre des forces spéciales. John Benner a formé des centaines d'enseignants. Et il n'a aucun doute sur leur capacité à agir comme des professionnels. Très bon boulot, les gars. Bonne utilisation de l'espace. Excellent. Ce sont des gens normaux, comme des policiers, comme n'importe qui. Ce ne sont pourtant pas des policiers. Et alors? Ils peuvent faire le job. C'est pas le problème. Quand vous devenez policier, vous êtes comme n'importe qui, vous n'êtes pas Superman. Là, c'est pareil, n'importe qui peut faire ça s'il le veut. Il faut juste le vouloir. Tous ces participants sont volontaires. Le stage est financé par la principale association pro-armes de l'Ohio. Pourquoi armer des professeurs? À cause des fusillades à répétition qui frappent les écoles américaines, comme l'explique l'instructeur. Lycée de Columbine, 1999, 13 personnes abattues. 2007, Université de Virginia Tech, 32 morts. Selon John Benner, de tels carnages n'auraient pas été possibles si les enseignants avaient été armés. Et la consigne est claire, il faut tirer pour tuer, sans état d'âme. Si vous pouvez identifier cette personne comme étant le tireur, et que vous êtes sûr que c'est lui, bang bang, ne lui dites rien, tuez-le. Souvenez-vous, il ne faut pas le laisser gagner. Je ne veux pas que vous sacrifiez votre vie, je veux que vous sacrifiez la vie de l'autre gars. Après ce discours martelé pendant les 2 jours de la formation, les participants repartent gonflés à bloc. Je me sens plus en confiance sur la façon d'appréhender un endroit, de savoir comment y entrer. Maintenant, mon cerveau a les outils pour réagir. Avant, il réagissait juste à la peur. Et ça, ce n'est pas bien. Comment des professeurs censés transmettre le savoir en sont arrivés à porter des armes au sein même de leur classe? L'électrochoc, c'est la fusillade de Sandy Hook. Horreur dans le Connecticut. Un homme armé tue 20 enfants à l'intérieur d'une école. C'était le 14 décembre 2012. C'est l'une des pires tueries dans une école de toute l'histoire des États-Unis. Le pays est bouleversé par le jeune âge des victimes.
La majorité de ceux qui sont morts aujourd'hui étaient des enfants. De magnifiques enfants qui avaient entre 5 et 10 ans. L'émotion de toute une nation s'exprime ce jour-là. Il aura suffi d'à peine 5 minutes pour tuer 26 personnes. Un événement dramatique qui a convaincu cet homme de sauter le pas. John Chu est le directeur du groupe scolaire de la ville de Sydney. C'est lui qui a décidé d'armer ses professeurs comme Diana et de les envoyer au stage de formation. Il en est sûr, de nouvelles fusillades dans les écoles sont inévitables et la sécurité de ses 3800 élèves menacée. Peu importe les mesures de sécurité que vous prendrez pour empêcher un tireur d'entrer dans une école, ça ne l'empêchera pas d'entrer. S'il veut vraiment rentrer à l'intérieur, il le fera. C'est pour ça que nous avons décidé d'utiliser nos propres ressources pour neutraliser n'importe quel tireur qui serait à l'intérieur de nos murs. Il y a 3 ans, il a sélectionné 40 personnes dans ses écoles. Aucune n'a passé de test psychologique, mais toutes étaient volontaires. J'ai dû leur donner l'ordre de mettre leur vie en danger pour protéger des enfants innocents et d'autres enseignants. Voilà de quoi il s'agit. Et le droit de tuer aussi? Le droit de tuer, absolument. Mais aussi la possibilité d'être tué. À ceux qui critiquent, je dis, si ceci n'est pas la réponse, dites-moi comment vous allez arrêter un tueur. La plupart des gens disent, il faut retirer les armes en circulation dans ce pays. Et ça, c'est irréaliste. Ça n'arrivera jamais. L'Ohio fait partie des 20 États qui autorisent le port d'armes à l'école, aux États-Unis. La décision d'armer ou non le personnel est prise par le chef d'établissement, comme c'est le cas à Sydney. Une petite ville tranquille du Midwest américain. Nous retrouvons Diana, l'enseignante de la formation. Comme chaque matin, elle se rend à son école. Elle a toujours vécu dans ce lieu sans histoire. Depuis quelques années, elle ressent une peur diffuse. J'ai grandi ici. C'est une très petite ville. Penser que les choses en dehors de ce monde puissent arriver jusqu'ici ne me venait pas à l'esprit. Mais je vois le monde se rétrécir, avec ses violences et ses attaques. Beaucoup de choses se passent dans le monde. Un sentiment partagé qui explique le recours grandissant aux armes à feu. Dans ce comté, 1 habitant sur 3 possède un permis de port d'armes. Comme Diana, qui enseigne en cours élémentaire depuis 25 ans. Voici ma classe, un CM2. Je leur enseigne l'anglais, je leur apprends à écrire, à lire. Et j'ai 3 groupes d'élèves chaque jour. Dans près de la moitié des écoles américaines, un garde en armes accueille les enfants. Ici, c'est un shérif retraité. Ce salarié de l'établissement est chargé de la sécurité des 300 élèves. Il n'est pas le seul. Ce panneau avertit de la présence d'une force armée à l'intérieur du bâtiment. Grâce à la formation qu'elle a suivie, Diana fait partie de cette équipe d'intervention. Ce n'est pas contradictoire d'être enseignante et d'avoir une arme à l'école? Ça ne fait pas partie de mon métier. Je suis d'abord enseignante. Être membre de cette force d'intervention, c'est juste quelque chose au cas où. Mon travail, c'est de protéger ces élèves. Comme s'il y avait un incendie, je ne suis pas un pompier, ni un combattant du feu. Mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter qu'on leur fasse du mal. En cas d'irruption d'un assaillant, une alarme retentira dans toutes les classes. Et Diana devra aller chercher son arme. Mon arme est dans un endroit sécurisé. Je ne la porte pas sur moi. Je n'aimerais pas ça, car je travaille avec des enfants et je ne pense pas que je serai à l'aise dans la classe. Pouvez-vous me dire où elle est? Non. Combien de temps faut-il pour accéder à l'endroit où elle se trouve? Pas longtemps. C'est-à-dire? Je ne veux pas vous donner cette information.
Sa hiérarchie a interdit à Diana de nous en dire plus. Les armes sont cachées quelque part dans le bâtiment et seuls les membres de la force d'intervention connaissent leur emplacement exact. Pour en savoir plus, nous avons dû convaincre le directeur John Chu. J'espère que vous n'aurez pas trop chaud aujourd'hui. Il accepte finalement de nous dévoiler ce qu'il appelle, non sans fierté, sa force de dissuasion. Pour cela, il nous emmène vers l'une de ses caches. Elle se trouve derrière une porte verrouillée, non loin de la classe de Diana. C'est l'un de nos coffres-forts. On va vous montrer comment ça marche. Seule l'empreinte digitale des membres de la force d'intervention permet d'ouvrir le coffre. C'est un Glock 9 mm. Il est chargé. Un gilet pare-balles complète la panoplie. Ça arrête toutes les munitions, sauf les fusils d'assaut. Chaque membre de notre force d'intervention a accès au coffre-fort biométrique. Le facteur temps est primordial. Notre équipe d'intervention est capable de répondre en moins d'1 minute. Et chaque minute gagnée permet de réduire la durée du carnage à l'intérieur de l'école. Et donc, la possibilité de perdre des vies innocentes, celles d'enfants tués. Et si le tireur est à proximité du coffre? Eh bien, il y en a d'autres accessibles. Le tireur ne pourra pas être aux 3 emplacements en même temps. Au total, 40 coffres-forts sont répartis dans les différentes écoles. Pour être opérationnels, les troupes de John Chu s'entraînent toute l'année. Ce jour-là, exercice au tir à balles réelles dans ce stand. Série de 3 en 2 tirs, total 6. Prenez votre temps. Diana et ses collègues ont l'obligation de renouveler leur aptitude au tir 2 fois par an. Ça, c'est un bon tir groupé. En haut, tu t'es trop précipité dans ton tir. Mais bon, ça va. C'était un tir de 5 mètres. Je suis loin de la cible. J'ai manqué la tête. Ils ont dit que j'ai voulu aller trop vite. De là à là. Diana tire 50 balles par an. Est-elle suffisamment aguerrie? J'ai le sentiment d'avoir encore à apprendre. Mais d'un autre côté, je me sens dans le rôle d'un membre de la force d'intervention. Je m'imagine déjà en situation, où aller, comment faire. Parce qu'il faut que je pense aux élèves. C'est une grande responsabilité. Vous pensez que vous pourriez blesser quelqu'un? Oui. Ouais, ça m'effraie. Et je devrais être très prudente. Pouvoir utiliser une arme, c'est une décision que Diana n'a pas prise seule. Thank you for new friends, for all the blessings that you've given us. Please be with our daughters wherever they are. Ce choix, elle l'a fait en concertation avec son mari Mike. À la maison, les armes font déjà partie de leur quotidien. Mike a grandi dans cet univers. Dans l'Ohio, on est chasseur de père en fils. Comme j'ai été élevé en allant à la chasse, au milieu des armes, au grand air, j'ai l'habitude des armes. Depuis 2 ans, il a même un pistolet pour sa propre défense. C'est un 9 mm. Il est caché dans un endroit secret de ma chambre à coucher. Pourquoi dans votre chambre? Pour me protéger. Si un intrus rentre dans la maison ou si quelque chose arrive, je l'ai sous la main. Diana a aujourd'hui surmonté ses réticences. Pour assurer la protection de ses élèves, elle est même prête à se sacrifier. Je pense que c'est naturel d'essayer de stopper le tireur. Vous avez tous ces jeunes enfants, vous êtes la seule personne capable de porter secours. Donc vous le faites, simplement. Je ne pourrais pas vivre avec l'idée que je n'ai pas essayé. Pas de plus grand amour que de mourir pour quelqu'un d'autre. Je ne pourrais pas. Cette enseignante redoute par-dessus tout une chose, ne pas réussir à sauver tous ses élèves
et devoir rendre des comptes. Je pense qu'au milieu de ce chaos, un parent pourrait me dire « Vous n'avez pas secouru mon enfant. Vous étiez membre de l'équipe d'intervention et mon enfant est mort. Vous n'avez rien fait. » Parce qu'ils vont simplement chercher un responsable. Parce qu'ils souffrent. Ils ont perdu quelqu'un. Qui est responsable de cela? En cas de décès accidentel, c'est votre responsabilité. Jusqu'à présent, aucun professeur armé n'a dû faire face à une fusillade. Personne ne sait donc quels sont les risques de poursuite. Les écoles qui ont décidé d'armer leurs enseignants restent une minorité dans l'État de l'Ohio. Les 3/4 des établissements continuent de leur interdire toutes les armes à feu. C'est le cas du collège de Madison. Curtis Philpott, le proviseur, accueille ici 1600 élèves. Et pour assurer leur protection, il a préféré des mesures alternatives. Toutes nos portes ont un système de sécurité. Elles sont verrouillées et c'est la secrétaire qui les ouvre. Sinon, impossible de rentrer dans le bâtiment. Le 27 février dernier, ce collège tranquille a pourtant défrayé la chronique. C'est la cafétéria du collège. C'est ici que l'incident est survenu. À l'heure du déjeuner, un collégien de 14 ans a brandi une arme. L'étudiant avec le pistolet était probablement assis sur cette chaise ici. Il avait le pistolet sur sa cuisse et il a tiré une première fois dans cette direction. Il s'est aussitôt relevé et il s'est enfui par cette porte. Et tout en courant, il a continué à tirer 2 fois dans la même direction et après il est parti par la porte, vers la butte. Combien de temps ça a duré? 15 secondes, pas plus. Ça a duré 15 secondes, pas plus. L'officier de police employé par l'école était à 10 mètres de là. Il est arrivé sur place en même temps que le proviseur. Tout était déjà fini. Nous avons entendu les détonations et nous sommes arrivés en moins de 20 secondes. Le garçon s'était déjà enfui et on a eu de la chance de n'avoir que 4 blessés au lieu de 4 morts. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour faire des dégâts avec une arme à feu. Le tireur, un élève sans histoire, a finalement été intercepté par le policier du collège. Depuis la fusillade, Curtis Philpott a renforcé la sécurité de son établissement. Il a embauché un 2e officier de police à plein temps, son plus gros investissement. Il a aussi trouvé des solutions moins onéreuses, plus artisanales, comme celle de bloquer les portes en cas de danger. Une fois que la porte est fermée, on prend un morceau de corde, on l'enroule simplement aussi vite que possible autour de la poignée et la porte est barricadée maintenant. Personne ne peut rentrer par ici. La vitre a un film de protection. Elle se fissure, mais elle ne va pas se briser. Elle restera dans son cadre. Et ça ralentira la progression de celui qui cherche à rentrer. Pour convaincre les plus sceptiques, le proviseur Philpott s'est lui-même mis en scène dans cette vidéo diffusée sur le site du lycée. Comme vous le voyez, la vitre se fend, mais ne se rompt pas. Lutter contre le danger et rassurer des parents inquiets. Juste après le choc de la fusillade, certains d'entre eux ont soulevé la question de l'armement des professeurs. La réponse du proviseur a été sans appel. J'ai pensé que ce n'était pas normal de demander ça à mes profs. Et honnêtement, on ne peut pas demander ça à des professeurs. Ils protègent nos enfants, mais pas en portant des armes. Comment les gens réagissent quand un policier tue quelqu'un? Mal. Alors comment la population va réagir si un professeur tue un étudiant? Imaginez la réaction si un jour un professeur tue avec son arme un étudiant lors d'une fusillade. Comment ça va se passer? Il va y avoir des poursuites. Ça va être la pagaille. Je ne demanderai jamais à mes enseignants de se mettre dans une telle situation. La position de ce proviseur est pourtant loin de faire l'unanimité. Cela peut paraître surprenant, mais certaines victimes des fusillades approuvent la présence d'armes à feu à l'école.
C'est le cas de Cameron. Il a été grièvement blessé à la cafétéria du collège de Madison. Il vit chez sa grand-mère Mélodie. Toujours convalescent, l'adolescent de 15 ans rénove leur future maison. Il y a encore quelques semaines, ce que je fais là, je ne pouvais pas le faire. C'est grâce à mes séances de rééducation. Il a fallu 2 opérations pour extraire la balle de son corps. Cameron a repris les cours en fauteuil roulant 2 mois après les faits. Le souvenir de la fusillade est intact. Je me souviens être assis avec mes amis à l'heure du déjeuner. Et juste après, j'ai entendu un bang. Et je n'ai pas compris ce qui se passait d'abord. Je me suis levé et j'ai senti une brûlure dans le dos. Ça faisait vraiment mal. J'ai vu que je saignais et j'ai réalisé que je m'étais fait tirer dessus. Il a été gravement touché à la hanche. Sa grand-mère a même cru qu'il ne pourrait plus jamais remarcher. Elle nous montre les photos prises juste après la fusillade. Voilà la table où était le tireur. Et là, celle où était Cameron. Là, on peut voir ses chaussures, son sac à dos et son téléphone. Et il y a du sang partout. Un traumatisme non sans conséquences. Mélodie serait prête à accepter la présence de professeurs armés dans le collège de Cameron. Et pour assurer sa sécurité au quotidien, elle envisage même d'acquérir un pistolet. J'y avais déjà pensé avant, mais jamais aussi sérieusement qu'aujourd'hui. Et si je pouvais obtenir le permis dès demain, je le ferais. Parce que je sens qu'on a besoin d'être protégé, et si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. C'est à moi de décider. Je pense que ce serait mieux d'avoir une arme à moi, pour ne plus me sentir en danger. Comme ça, si quelque chose arrive, je pourrais protéger quelqu'un ou moi-même. Pour avoir le droit d'utiliser une arme, Cameron devra patienter 6 ans, le temps d'avoir l'âge légal, 21 ans. Depuis 2007, le nombre de profs armés n'a cessé de progresser. Mais impossible d'en connaître le nombre exact, il n'y a pas de recensement officiel. Au Texas, le lobby pro-armes vient de remporter une nouvelle victoire. Depuis le 1er août, le port d'armes est autorisé à l'intérieur des universités. Dans la ville d'Austin, comme chaque matin, Nick Rolland s'apprête à aller à son cours d'histoire. Et il n'oublie jamais ce qu'il appelle son assurance. It's a Glock 23. Je vérifie que la balle est bien engagée. C'est comme un réflexe quotidien. Je le fais tous les jours, quand je vais au campus, au magasin, ou faire du shopping. C'est juste au cas où. Une assurance. Je ne voudrais pas me retrouver dans une situation où je me dis « Mince, si j'avais eu une arme ». Je veux juste pouvoir riposter. Cette possibilité, le Texas l'offre à tous les étudiants, à condition qu'ils aient plus de 21 ans et un permis de port d'armes. Sur les 50 000 élèves inscrits à l'université d'Austin, 10 000 ont l'âge requis. Seul impératif, le pistolet doit rester invisible. La loi exige que ce soit dissimulé. Et l'idée, c'est que vous ne devez pas montrer votre arme, sauf si vous y êtes obligé. Je préfère l'avoir toujours sur moi. Donc d'habitude, je vais à l'intérieur, quelque part dans les toilettes. Comme ça, personne ne peut me voir et je la mets sous ma chemise. À 30 ans, Nick Rolland est un ancien militaire habitué au maniement des armes. Porter un pistolet en salle de cours, c'est la possibilité d'assurer sa propre défense en toutes circonstances. La réalité, c'est que la police arrive toujours trop tard, sur place, après coup. Dans l'éventualité où vous devez vous préparer à vous défendre vous-même, que ce soit avec une arme ou tout autre moyen à votre disposition, l'autodéfense est un choix que les gens doivent avoir. Et c'est même un droit, selon moi. Quelques dizaines d'étudiants seraient armés. Un chiffre invérifiable. Ils ne sont pas tenus de se faire connaître. L'université d'Austin a pourtant sa propre police. Alan Martin patrouille chaque jour pour protéger les lieux.
C'est une ville dans la ville. C'est ce que je dis aux gens généralement quand ils me demandent ce que je fais. Je travaille pour l'université, une petite ville dans la grande ville. Ici, il y a très peu de criminalité. En fait, cette force de police a été créée au lendemain d'un événement traumatisant, la toute première fusillade de masse sur un campus américain. Voici le mémorial de la fusillade de 1966. Le 1er août de cette année-là, posté en haut de cette tour emblématique, un étudiant a tué 17 personnes. L'épisode sanglant est gravé sur cette stèle. C'est un sujet très sensible. Peu de gens en parlent encore aujourd'hui. Avec la nouvelle loi, le nombre d'armes en circulation sur le campus va augmenter et le risque de dérapage aussi. Un scénario que n'envisage pas l'officier Martin, bien au contraire. Dans un monde parfait, on pourrait stopper le crime avant qu'il survienne. Mais dans la réalité, on ne peut pas. Donc quelqu'un qui a un port d'armes et se trouve en classe avec son arme, c'est un plus en termes de sécurité. Il pourrait nous aider. Pourtant, nul ne peut prévoir la réaction d'un étudiant armé pris dans une fusillade sur le campus. C'est bien ce qui inquiète les opposants à la nouvelle loi. Son application a provoqué un tollé parmi les professeurs et les étudiants. Si les armes sont autorisées dans les espaces publics et les salles de cours, il y a quelques rares exceptions, comme les bureaux privés du personnel enseignant. Celui de Jennifer Glass en fait partie. Ce professeur en sociologie est à la tête de la fronde contre les armes à feu. On est où ici? C'est mon bureau. C'est une zone interdite aux armes à feu. Parce que je vous l'ai dit oralement, les affiches n'ont aucune valeur légale, donc je dois notifier à n'importe qui rentrant dans mon bureau que les pistolets ne sont pas autorisés ici. Pas de problème pour cet espace privé. En revanche, impossible d'interdire les armes en salle de classe, sous peine d'enfreindre la loi. Avec ses étudiants, le professeur Glass a alors imaginé un stratagème. Il y a 2 semaines, quand on a commencé, nous avons décidé que nous voulions une classe sans armes. Nous avons eu un vote, et je vous remercie pour la décision courageuse que vous avez prise et pour votre tolérance. Grâce à cet arrangement, Jennifer Glass peut enseigner en toute légalité dans sa classe, dépourvue d'armes. Pourtant, elle reste inquiète. En cas de conflit entre un étudiant et un professeur, la situation pourrait vite dégénérer. La tentation d'agir violemment existe tout le temps. Les armes rendent cela simplement plus facile et plus mortel. Il y a tout juste 3 mois, à l'université de Los Angeles, un étudiant énervé par sa note est allé sur le campus et a tué le professeur qui avait attribué la note. Il y a beaucoup de cas où les étudiants s'en sont pris à leurs professeurs durant les périodes d'examen. Cette loi présente également un danger plus insidieux, le risque d'autocensure comme le redoutent certains étudiants. On a le sentiment qu'à cause de cette nouvelle loi, il faudra réfléchir à 2 fois avant de partager une opinion ou exprimer un avis contradictoire. Et c'est quelque chose d'absurde pour des gens qui sont venus ici pour apprendre. C'est précisément l'endroit où ça ne devrait pas exister. Jennifer Glass estime que la liberté d'expression est aujourd'hui directement menacée. Avec 2 de ses collègues, elle a porté plainte contre l'État du Texas et l'université. Toutes les 3 demandent l'abrogation de la loi. C'est évidemment le premier pas pour étendre le droit du port d'armes et la possession d'armes à un plus grand nombre de personnes. Je pense que le lobby pro-armes ne s'arrêtera pas là. Ces partisans vont aller dans d'autres États pour essayer de supprimer les rares restrictions qui existent encore.
notamment celles concernant l'âge minimum légal, qui interdit aux moins de 21 ans de porter une arme sur le campus. La plainte a peu de chances d'aboutir et le jugement ne sera pas prononcé avant plusieurs mois. Ces 5 dernières années, 99 fusillades ont endeuillé les écoles américaines. Il y a eu 103 morts et 143 blessés.